Salut à tous, Manu, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, je vous propose une descente dans un donjon, mais pas dans l'idée classique du héros qui sauve le monde. Ici, ce n'est pas une campagne épique, ici on ne développe pas un héros sur le long terme, ici on joue un clan. Un clan qui envoie un par un ses héros dans les profondeurs, des héros qui peuvent briller, tomber, revenir en tant que fantômes, et qui seront sûrement remplacés dans le donjon suivant. Parce qu'ici, ce qui compte vraiment, ce n'est pas le destin individuel, mais la renommée du clan. Run for the Clan est un jeu pour 3 à 8 joueurs, pour des parties entre 90 et 150 minutes, à partir de 14 ans. Le jeu connaîtra une campagne de financement participatif, vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir tout ça. Le jeu est signé Auriol et Marty Gandux, édité par Wally Games, avec des illustrations de Jürgen Malta et Ariane Tapias. Mais ce que j'aime dans ce jeu, c'est que ce n'est pas seulement un jeu de donjon, c'est qu'il propose une vraie tension sociale. On avance dans le jeu ensemble, mais on ne joue pas ensemble. On peut coopérer face à un boss, on peut négocier une attaque commune, et faire attention au changement de direction. Le système de mouvement secret crée une incertitude permanente. Est-ce que l'autre va avancer? Est-ce qu'il va fuir? Est-ce qu'il va me laisser seul face au boss? Le jeu repose énormément sur le timing. Quand sortir du donjon, quand prendre des risques, quand sécuriser, quand en trahir, et surtout, quand accepter que son héros n'est qu'un moyen d'atteindre la gloire. On va voir ensemble comment fonctionne Run for the Clan. Comment se déroule une expédition et ce qu'il se crée autour de la table. Parce que sur le papier, c'est un jeu d'exploration, mais en réalité, c'est un jeu d'opportunisme et de regard entre joueurs. Allez, on va voir comment ça se passe. Maintenant que le clan est prêt à entrer dans le donjon, on va voir ensemble comment tout cela fonctionne. On commencera par le matériel, la mise en place, un survol général, puis on détaillera la création des héros et le système de mouvement. On prendra le temps de voir comment se résolvent les combats, les boss, les fantômes, l'effondrement du donjon. Et une fois que tout sera clair, je vous donnerai mon avis sur l'expérience à table. Attention, la dynamique entre joueurs et pour quel type de groupe le jeu fonctionne vraiment. Descendons maintenant dans le donjon. Run for the Clan est un jeu compétitif pour 3 à 8 joueurs. Idéal pour les groupes qui aiment la stratégie, la surprise et une bonne dose de sabotage. Chaque joueur incarne un clan de héros. À chaque expédition, vous envoyez un héros différent explorer un donjon. Qu'il soit courageux, audacieux ou simplement chanceux, ces héros devront affronter des monstres, des pièges et surtout les héros des clans rivaux. Une partie se déroule sur 3 à 4 explorations de donjons. Chaque donjon propose de nouveaux défis, de nouveaux trésors et de nouvelles occasions de trahison. À chaque manche, un seul héros par clan entre dans le donjon, mais tous ne survivront pas. Les héros peuvent tomber au combat, mais le clan, lui, perdure toujours. Un nouveau héros prendra la relève lors de l'expédition suivante. Votre objectif est de gagner des points de renommée. Pour cela, vous devez piller des coffres, vaincre des boss, éliminer des héros adverses et surtout, rapporter le butin à votre clan. Lorsque le dernier donjon est terminé, le clan qui possède le plus de renommée remporte la partie. Il obtient la gloire éternelle et a le droit de se vanter jusqu'à la prochaine soirée jeu. Ici, je vais vous faire un petit survol de comment tout fonctionne, que ce soit la mise en place, les créations de héros, avant d'entrer dans un détail plus précis. Avant de commencer l'exploration, il faut préparer le donjon et équiper chaque clan. Vous assemblez le donjon à l'aide des tuiles modulaires. Le donjon doit être composé de 3 rangées en hauteur. En largeur, il doit comporter autant de salles que le nombre de joueurs. Une salle par joueur sur chaque rangée. Une fois la structure en place, vous disposez les différents jetons, coffres, événements et boss correspondants. Attention, les jetons, événements et boss ne peuvent pas être placés sur la première rangée de salles. Si une icône l'indique sur cette rangée, vous l'ignorez simplement. Ici, c'est des niveaux de danger. Vous attribuez un jeton niveau de danger à chaque rangée du donjon. Chaque ligne aura son propre niveau. Chaque joueur choisit un clan. Donc, comme vous voyez, il y a tous ces plateaux-là. Il prend ensuite l'anneau de couleur correspondant, le sac correspondant, vous voyez, vous avez ces magnifiques sacs en tissu, le dé assorti, et l'ensemble des 4 jetons de mouvement secret. Chaque joueur commence la partie avec un point de renommée placé dans le sac du clan, ce point reste secret, et un objet commun. Enfin, vous attribuez le jeton d'initiative au joueur le plus aventureux. Il commencera avec l'initiative. Comme je vous disais, votre mission est d'envoyer vos héros à travers le donjon, de survivre aux monstres et aux clans rivaux, et d'accumuler la renommée. À l'issue du dernier donjon, le clan qui possède le plus de points renommés remporte la partie. Avant d'entrer dans le donjon, chaque joueur doit créer son héros pour cette expédition. Cette création se fait en plusieurs étapes. Le premier joueur pioche un nombre de cartes espèces égal au nombre de joueurs plus 1. Imaginons donc, à 4 joueurs, on pioche 5 cartes. Il choisit secrètement une de ces cartes, puis passe les restantes au joueur suivant, dans le sens aiguille d'une montre. Par exemple, c'est à moi, je choisirai... On va dire que je prendrai le Werewolf. Et je passe les cartes au joueur suivant. Bien entendu, pour l'instant, cela reste secret. Le processus continue jusqu'à ce que chaque joueur ait sélectionné une carte espèce. Une fois que tout le monde a choisi, tous les joueurs révèlent simultanément leur espèce. Chaque joueur place ensuite le stand-10 de son héros dans une salle de départ différente sur la rangée du bas du donjon.
Le placement s'effectue dans l'ordre inverse du draft des espèces. Ensuite, chaque joueur pioche 2 cartes classe. Il en défausse une secrètement et conserve l'autre face cachée. Chaque joueur pioche ensuite 2 cartes vertu. Il en défausse une secrètement et conserve l'autre face cachée. Chaque joueur pioche ensuite une carte défaut prise au hasard. Cette carte est révélée immédiatement. Chaque joueur peut ensuite prendre des objets depuis l'entrepôt de son clan, dans la limite de sa capacité de transport. Généralement, c'est 3 objets. Chaque manche d'exploration suit toujours la même séquence. D'abord, une phase de mouvement secret. Chaque joueur choisit secrètement l'un de ses 4 jetons de mouvement. Avancez à gauche, à droite, avancez tout droit, restez sur place. Les choix restent cachés jusqu'à leur révélation. Ensuite, il y a une résolution des mouvements. On commence par les salles les plus proches de la sortie. Pour ces joueurs uniquement, on révèle les jetons de mouvement. Les héros et les fantômes se déplacent alors simultanément. Une fois les déplacements effectués, on résout les actions des héros et des fantômes qui viennent de bouger. Les résolutions se font de gauche à droite, l'ordre est le suivant. D'abord les combats. Contre les serviteurs, les fantômes ou les autres héros, s'il n'y a pas de boss dans la salle. Puis les boss, le cas échéant. Après les combats, on résout les événements ou l'ouverture des coffres présents dans la salle. On répète ensuite les étapes de résolution, rangée par rangée, jusqu'à ce que tous les héros et tous les fantômes aient révélé leurs mouvements, effectué leurs déplacements, résolu leurs actions. On répète l'ensemble de cette boucle, jusqu'à ce que tous les héros et fantômes aient quitté le donjon, ou que le donjon s'effondre complètement. Le premier héros ou fantôme à sortir du donjon gagne 2 points de renommée et prend le jeton initiative. C'est ce jeton-là. Tous les héros ou fantômes qui sortent ensuite gagnent 1 point de renommée. Dès qu'un premier héros ou fantôme quitte le donjon, celui-ci commence à s'effondrer. On jouera alors jusqu'à 2 tours supplémentaires maximum. À la fin de chacun de ces tours, on retirera la rangée la plus basse encore en jeu. Ensuite, il y a une phase de clan. Les héros survivants retournent auprès de leur clan avec leurs objets. Les fantômes, eux, ne peuvent revenir qu'avec un seul objet. Chaque joueur peut ensuite donner jusqu'à 2 objets au musée des héros afin de gagner des points de renommée, ou stocker des objets dans l'entrepôt du clan. Ici, vous avez l'entrepôt, et ici, les objets que vous prenez avec vous. Les points de renommée, eux, restent secrets jusqu'à la fin de la partie. Après 3 donjons ou 4 en mode avancé, tous les points de renommée sont révélés. Vous les mettez donc bien sûr dans votre sac, ce que je vais montrer au début. Le clan qui possède le total le plus élevé remporte la gloire éternelle. En cas d'égalité, les joueurs concernés donnent leur objet restant pour obtenir des points de renommée supplémentaires. Si l'égalité persiste, les clans partagent la victoire et les droits de vantardise. Entrons un peu plus dans certains détails. Une partie de Run for the Clan se compose de 3 explorations de donjons et de 4 pour les joueurs les plus expérimentés. À chaque donjon, chaque clan envoie un nouveau héros. Pendant l'exploration, les joueurs résolvent des rencontres et surmontent des obstacles jusqu'à réussir à s'échapper. Un donjon dure généralement entre 7 et 8 tours. Chaque joueur place devant lui, comme je vous disais, le plateau clan, le sac, l'anneau de couleur, que vous voyez ici, et l'ensemble des 4 jetons. Ces clans représenteront les joueurs pendant toute la partie. Pendant toute la partie, le nombre total de points de renommée doit rester secret aux yeux des autres joueurs. Les points ne sont révélés qu'à la fin du jeu, au moment du décompte final. Ensuite, chaque joueur prend un marqueur de force et un marqueur de charisme. Ces marqueurs seront utilisés après la création du héros pour suivre la valeur totale actuelle de force et de charisme sur le plateau clan. Le joueur le plus aventureux commence. Concrètement, le joueur qui a voyagé le plus loin de chez lui, au cours du dernier mois, prend le jeton initiative et joue en premier. L'ordre du tour se poursuit ensuite dans le sens aiguille d'une montre à partir de ce joueur. Le donjon est le lieu où l'action se déroule. Les héros progressent vers le haut, de salle en salle, en empruntant les chemins de connexion que vous voyez. L'objectif est d'atteindre la sortie victorieux, chargée de trésors, afin d'augmenter la renommée de tout leur clan. Comme vous le voyez, les donjons sont créés à l'aide de tuiles modulaires. La largeur du donjon dépend du nombre de joueurs, mais sa longueur reste toujours identique. Le donjon est composé de 3 tuiles en profondeur pour un total de 6 salles. Dans une partie à 3 joueurs, le donjon est large de 3 tuiles, dans une partie à 4 joueurs de 4, et ainsi de suite, en fonction du nombre de joueurs. Une fois la structure du donjon construite, il reste encore à y placer les différents éléments qui viendront y rythmer l'exploration. Ne vous attachez pas trop à vos héros, ils ne dureront probablement pas très longtemps. Même s'ils survivent au donjon et reviennent triomphants au clan avec des trésors, ils ne participeront pas à une seconde expédition. Ils prendront un repos bien mérité et se verront confier un travail administratif ou d'entretien au service du clan. Mais certainement pas un nouveau donjon. Au début de chaque nouveau donjon, chaque joueur crée un nouveau héros pour représenter son clan, même si le précédent a survécu. Chaque héros est défini par plusieurs caractéristiques. Certaines sont bénéfiques, d'autres moins. Il y a une espèce, une classe, vertus et défauts. Certaines de ces caractéristiques sont publiques, d'autres restent secrètes. Les cartes espèces et défauts sont placées face visible sur le plateau. Ils sont connus de tous. Les cartes classe et vertus sont placées face cachée et restent secrètes. Ici, je les ai laissées visibles pour que vous sachiez à quoi ça ressemble. Une carte secrète peut devenir publique lorsqu'un joueur décide d'utiliser ses capacités ou ses attributs. Il est possible de traverser un donjon entier sans révéler ses cartes.
Dans ce cas, c'est comme si cette classe ou cette vertu n'avait jamais existé. Dès qu'une carte devient publique, elle est placée face visible sur le plateau du clan. Ses capacités et attributs deviennent alors actifs et s'appliquent jusqu'à la fin du donjon. Je vais bouger des choses au fur et à mesure pour vous montrer à quoi ressemble tout cela. Vous avez au total 9 espèces. L'espèce est la carte publique qui définit un héros. Il y a les fées, les humains, les elfes, les nains, les elfelings, les ents, les orques, les minotaures, ainsi que les loups-garous. Chaque espèce possède des capacités et attributs uniques. La force est l'attribut principal utilisé pour combattre. La vitalité, la quantité de dégâts qu'un héros peut subir avant de mourir. Le charisme, c'est un attribut secondaire utilisé pour le combat et certaines capacités spéciales. Et le mana pour les sorts. Pour choisir les espèces, le premier joueur pioche au hasard un nombre de cartes espèces égal au nombre de joueurs plus une. Il en choisit une, puis passe les autres restantes au joueur suivant, dans le sens aiguille d'une montre. Chaque joueur répète ce processus. Il choisit une carte, puis transmet les restantes. Le dernier joueur choisit entre les deux cartes restantes et défausse la dernière. Une fois que tous les joueurs ont sélectionné leur espèce, chacun révèle sa carte et la place face visible sur son plateau clan. Disons donc, reprenons comme ceci. Chaque joueur prend ensuite la figurine correspondant à son espèce, donc vous avez ces standees en acrylique qui sont magnifiques, et il prend, comme ceci donc, la figurine, ainsi que l'anneau, à la couleur. Avant de poursuivre la création des héros, les joueurs doivent placer leur figurine de héros équipée de l'anneau de couleur de leur clan dans le donjon. Le placement commence par le dernier joueur. Ce joueur choisit l'une des salles du bas du donjon et il place son héros. Par exemple, je pourrais me placer ici. Ensuite, dans le sens inverse aiguille d'une montre, chaque joueur place son héros dans une salle du bas encore inoccupée. On continue ainsi, jusqu'à ce que le joueur possédant le jeton initiative place son héros dans la dernière salle du bas encore disponible. Les standees sont placés à ce moment-là afin que les joueurs choisissent leur position de départ sans connaître la composition complète de leur adversaire, ni même la construction complète de leur héros. Comme le donjon comporte autant de salles par rangée que de joueurs, une fois le dernier héros placé, toutes les salles du bas sont occupées, chacune par exactement un héros. Une fois la position de départ choisie, on peut finaliser la construction du héros avec ses cartes secrètes et publiques. Les cartes vertus fonctionnent de façon similaire aux cartes classes. Elles modifient des attributs ou accordent des capacités spéciales, généralement de manière positive. Chaque joueur en pioche 2. On choisit une secrètement, comme ceci, et la place face cachée sur son plateau clan. L'autre carte vertu est défaussée, face cachée. Chaque clan peut avoir une réserve d'objets dans son entrepôt clan, obtenue pendant la phase de préparation du clan ou lors de donjons précédents. Les joueurs peuvent choisir d'équiper leur nouveau héros avec l'un de ces objets, afin d'améliorer ses capacités ou ses attributs. Réfléchissez bien à ce que vous transportez, donnez et stockez. Lorsqu'un héros meurt, il perd tous ses objets sauf un. Là, vous avez toutes les classes. Chaque classe accorde des capacités spéciales et des modificateurs d'attributs qui définissent largement la manière dont un héros aborde le donjon. Chaque joueur va en piocher 2, comme ceci. On choisit une secrètement et la place face cachée sur son plateau. L'autre carte classe est défaussée face cachée. Comme toutes les cartes classes restent secrètes à ce stade, aucun joueur ne connaît la classe des autres héros. Les cartes defect, on va dire défauts, représentent des failles, des faiblesses ou des traits problématiques. Elles accordent des capacités ou des modificateurs d'attributs généralement négatifs. Chaque joueur en pioche une et la place face visible sur son plateau de clan. Les défauts ne peuvent pas être choisis et sont toujours publics. Chaque fois que vous révélez une carte qui modifie votre force ou votre charisme, vous ajustez immédiatement le marqueur correspondant. Cela permet à tous les joueurs de suivre facilement les attributs actuels de chaque héros, comme je l'ai fait ici. Certaines capacités peuvent appliquer des modificateurs situationnels ou optionnels. Cependant, le marqueur doit refléter la valeur totale de base du héros. La vitalité et la mana sont suivis à l'aide de jetons. Donc là, j'ai mis les deux vitalités, les jetons mana, ce sont ceux-là. Lorsque vous révélez une carte qui modifie la vitalité ou le mana, vous appliquez immédiatement l'effet en ajoutant ou retirant les jetons correspondants. Les valeurs de vitalité et de mana ne peuvent jamais être réduites en dessous de 0. Une fois les héros créés et leurs caractéristiques ajustées, l'exploration du donjon va pouvoir commencer. Il y a d'abord une phase d'exploration. Dans cette phase, l'initiative a généralement peu d'importance. Elle n'est utilisée que dans des cas spécifiques, le plus souvent pour départager une égalité. Chaque tour est divisé en 2 grandes étapes. La sélection secrète du mouvement, l'exécution des mouvements et la résolution des actions. Tous les joueurs choisissent simultanément et secrètement leur prochain déplacement. Pour cela, ils placent un jeton mouvement face cachée devant eux. Par exemple, comme ceci. Les autres jetons doivent également rester face cachée, afin de ne donner aucun indice aux autres joueurs. Une fois que tous les joueurs ont choisi, les jetons mouvements sont révélés. Ils sont ensuite résolus, rangée par rangée, en commençant par la rangée concernée. Chaque héros peut transporter jusqu'à 3 objets pendant un donjon.
Cela s'applique que les objets soient gardés secrets, face cachée ou équipés, et donc révélés. Si un héros obtient un nouvel objet et dépasse cette limite, le joueur doit immédiatement choisir l'objet à défausser. Les objets ne peuvent être défaussés ni déséquipés volontairement, sauf si un effet de carte l'autorise explicitement. Certains objets spéciaux, vertus ou défauts, peuvent modifier la capacité de transport du héros. À ce stade, chaque joueur doit présenter son héros. Une présentation correcte et polie devrait inclure au minimum le clan, l'espèce, le défaut, le nom du héros, la raison de sa présence dans le donjon. Au début de chaque donjon, seule une partie de l'identité du héros est révélée. Les autres cartes, qui apportent des capacités supplémentaires ou des modificateurs d'attributs, pourront être révélées plus tard au cours de la partie. La résolution des mouvements commence par la rangée la plus proche de la sortie du donjon, puis progresse vers le bas en direction de l'entrée. Tant qu'une rangée n'a pas entièrement été révélée, les jetons mouvement des autres rangées restent face cachée. Il y a 4 types de mouvements. Avancer tout droit, avancer à gauche, avancer à droite, rester sur place. À l'exception de l'action rester sur place, tous les mouvements sont orientés vers l'avant. Les salles latérales ne sont pas reliées entre elles par des couloirs. Comme vous le voyez ici, le chemin monte comme ceci. Il est également impossible de reculer. Toutes les salles ne disposent pas de 3 sorties. Vous voyez ici, vous avez 3 sorties. Ici, vous n'en avez que 2. Il est impossible de reculer. Dans certaines conditions, un héros peut donc avoir moins d'options de déplacement. Les mouvements sont résolus, rangée par rangée, selon l'ordre suivant. On commence par la rangée la plus proche de la sortie du donjon. Les joueurs situés sur cette rangée révèlent leur mouvement et se déplacent simultanément, leur héros ou leur fantôme. Après le déplacement, on résout immédiatement les combats, événements ou capacités déclenchées, de gauche à droite. Une fois toutes les actions de cette rangée entièrement résolues, on passe à la rangée suivante, plus proche de l'entrée. On répète ce processus jusqu'à ce que toutes les rangées aient été révélées, déplacées et résolues. Un nouveau tour commence lorsque tous les héros et fantômes ont terminé leur mouvement et résolu toutes les actions correspondantes. Même si traverser le donjon le plus rapidement possible peut sembler tentant, mais il est parfois plus sage ou nécessaire de s'arrêter. La raison principale de choisir l'action rester est d'ouvrir des coffres. Entrer simplement dans une salle quand on a un coffre ne suffit pas pour le piller. Le héros doit rester dans la même salle. Un héros doit rester dans la même salle pendant un tour complet pour ouvrir le coffre et en récupérer le contenu. Rester peut être également un choix tactique. Cela permet d'affronter un héros qui monte depuis une salle inférieure. Par exemple, il y a des chances qu'ils viennent m'affronter plus tard. Cela permet aussi d'éviter une rencontre avec un héros situé dans une salle supérieure. Un héros ne peut pas utiliser l'action rester 2 fois de suite dans la même salle. Une fois l'action rester utilisée, le jeton correspondant est mis de côté. Il ne peut plus être réutilisé tant que le héros n'a pas quitté la salle. Si un joueur choisit un mouvement invalide, c'est-à-dire un déplacement vers une direction ou un couloir qui n'existe pas, ce mouvement est traité comme une action restée. Si cela entraîne un second resté consécutif dans la même salle, le héros ou le fantôme doit se déplacer. Le joueur possédant le jeton initiative choisit alors un mouvement valide pour ce héros ou fantôme. Si un joueur concerné possède lui-même le jeton initiative, le choix revient au joueur suivant dans l'ordre d'initiative. Un conflit se produit lorsque 2 héros ou plus terminent leur mouvement dans la même salle, ou lorsqu'un héros choisit de rester dans une salle et qu'un ou plusieurs héros tentent d'y rentrer. En règle générale, un conflit est résolu par un combat. Certaines classes, vertus, défauts ou objets peuvent toutefois modifier la manière dont ce conflit est résolu. Si le conflit donne lieu à un combat, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Le vainqueur reste dans la salle. Tous les héros vaincus subissent un point de dégâts et doivent fuir. Si un héros est seul dans une case quand on a un coffre, il doit rester pendant un tour complet pour l'ouvrir. Pour cela, il doit choisir de rester lors de la prochaine phase de mouvement. Une fois le coffre ouvert, vous retirez le jeton et vous piochez une carte correspondant au niveau de danger de la salle. Donc c'est ça que vous avez mis sur les côtés des salles au début de la création du donjon qui vont dépendre de quel donjon, si c'est le premier, deuxième, troisième. Et en fonction, donc, vous tirez une carte objet. Par contre, si 2 héros ou plus arrivent ensemble dans une salle contenant le coffre, ils doivent d'abord résoudre un combat. Le vainqueur, une fois seul dans la salle, pourra choisir de rester lors de son prochain tour pour ouvrir le coffre. Après avoir obtenu un objet, si le héros dépasse la limite de transport, 3 objets modifiés par d'éventuelles capacités, il doit immédiatement défausser un objet de son choix. Si un héros choisit de ne pas rester, le jeton coffre reste dans la salle et pourra être ouvert plus tard par un autre héros. Lorsque des objets sont défaussés ou donnés, placez-les dans une pile de défausse séparée, sans les remettre dans le paquet d'objets. Chaque rareté, commune, rare et épique, possède sa propre pile de défausse, distincte des autres. Si un paquet d'objets est épuisé, mélangez sa pile de défausse correspondante pour former un nouveau paquet de cette rareté. Dans le cas improbable où un objet de la rareté requise n'est pas disponible parce que toutes les copies sont actuellement détenues par les clans, piochez un objet de la rareté immédiatement inférieure. Lorsqu'un héros rentre dans une salle quand on a un jeton événement, vous piochez une carte événement. Vous la lisez à voix haute, vous résolvez immédiatement les effets. Si l'événement nécessite une décision, le joueur qui a pioché la carte prend cette décision. Une fois résolu, vous retirez le jeton événement de la salle. Si plusieurs héros entrent simultanément dans une salle quand on a un événement, un combat est d'abord résolu. Le vainqueur, une fois seul dans la salle, résout l'événement. Lorsqu'un héros rentre dans une salle quand on a un boss, piochez une carte boss correspondant
Au niveau de danger de la salle, placez le boss sur sa figurine et préparez-vous au combat. Les rencontres avec les boss suivent des règles spéciales, j'en reviendrai un petit peu plus tard. Lorsqu'un héros ou fantôme avance depuis une salle de la rangée la plus haute, il quitte immédiatement le donjon. Le premier héros ou fantôme à quitter le donjon gagne 2 points de renommée et prend le jeton d'initiative. Si plusieurs héros ou fantômes quittent le donjon au cours du même tour, le dernier joueur dans l'ordre d'initiative prend le jeton d'initiative. Tout autre héros ou fantôme qui quitte le donjon avant la phase d'exploration gagne un point de renommée. Une fois qu'un héros ou un fantôme a quitté le donjon, il n'effectue plus aucune action jusqu'à la fin de la phase d'exploration. La phase d'exploration se poursuit jusqu'à ce que tous les héros ou fantômes aient quitté le donjon, ou le donjon s'effondre complètement. Dès qu'un héros ou fantôme quitte le donjon, l'effondrement commence. À la fin de ce même tour, la rangée la plus basse du donjon s'effondre. Les tuiles correspondantes sont retirées de la partie. Tout héros ou fantôme encore présent sur cette rangée tombe dans l'anonymat. Il ne gagne aucun point de renommée pour une sortie, mais il rapporte tout de même ses objets à son clan. À la fin du tour suivant, la deuxième rangée s'effondre à son tour. Tout héros ou fantôme encore présent sur cette rangée tombe également dans l'anonymat, avec les mêmes conséquences. Si des héros ou fantômes sont encore présents après le second effondrement, on joue un dernier tour. À la fin de ce tour, la dernière rangée s'effondre, mettant fin à la phase d'exploration. Le plateau étant composé de 3 rangées, la phase d'exploration peut donc durer jusqu'à 2 tours supplémentaires après la sortie du premier héros. Dès que le premier héros ou fantôme quitte le donjon, aucun combat contre des minions ne peut plus être déclenché pour le reste de ce donjon. Les règles concernant les boss restent inchangées. Voyons maintenant comment se déroulent concrètement les combats entre héros. Les héros ne sont pas seuls dans le donjon. De terribles créatures rôdent dans les profondeurs, mais ils devront aussi affronter d'autres héros. Si 2 héros ou plus occupent la même salle, ils doivent combattre. Exception, les salles les plus proches de l'entrée sont des salles sûres. Aucun combat n'y a lieu. Chaque héros lance d'abord un dé et ajoute son total de force. Des cartes, capacités ou objets peuvent modifier ce résultat. Le héros ayant le jet de combat le plus élevé remporte le combat. Le vainqueur peut fièrement se vanter de sa supériorité. Tous les héros vaincus perdent 1 point de vitalité et doivent fuir la salle. En cas d'égalité, chaque héros concerné lance un dé et ajoute son total de charisme. On appelle ça un jet de charisme. Le héros ayant le jet de charisme le plus élevé l'emporte. Les héros vaincus fuient sans perdre de vitalité. Donc vous lancez le dé et vous ajoutez cette valeur-là. Les héros fuient selon l'ordre d'initiative. Chaque héros doit se déplacer vers la salle vide la plus proche si cela est possible. Si aucune salle vide n'est disponible, le héros en fuite doit entrer dans une salle occupée, ce qui déclenche immédiatement un nouveau combat. Si la vitalité d'un héros est réduite à 0, ce héros meurt et devient immédiatement un fantôme. Lorsqu'un héros meurt, il doit défausser tous ses objets, équipés ou non, sauf un objet de son choix. Si le héros a été tué lors d'un combat contre un autre héros, le vainqueur peut choisir l'un des objets défaussés pour le récupérer. Tuer un autre héros rapporte un point de renommée. Lorsqu'un héros meurt dans le donjon, son histoire ne s'arrête pas. Il revient sous forme de fantôme et range jusqu'à la fin du donjon, prêt à perturber, hanter et aider son clan, souvent par pure rancune. Quand un héros meurt, son corps laisse tomber tous les objets transportés sauf un de son choix. Il devient immédiatement un fantôme. Il doit fuir suivant les règles normales de fuite. Pour la résolution des combats, les fantômes sont considérés comme des monstres. Cependant, ils suivent des règles spéciales de mouvement et de combat. Le seul attribut actif d'un fantôme est le charisme. Contrairement aux autres monstres, les fantômes lancent des dés pendant les combats. Les fantômes ne peuvent pas déclencher d'événements, ouvrir des coffres, interagir avec les boss, interagir avec d'autres monstres non fantômes. Un fantôme ne peut transporter qu'un seul objet. Les fantômes choisissent toujours secrètement pour leur mouvement à chaque tour. Cependant, ils ignorent les chemins du donjon et flottent librement entre les salles. Ils peuvent uniquement avancer et rester. Ils ne peuvent jamais reculer, se déplacer latéralement. Les fantômes n'initient jamais de combat contre d'autres fantômes. Lorsqu'un fantôme entre dans une salle occupée par un héros vivant, les deux effectuent un jet de présence. Si le fantôme gagne, le héros doit fuir. Le fantôme choisit la direction de la fuite, le héros subit un point de dégâts de vitalité. Si le héros gagne, le fantôme doit fuir. Les fantômes ne peuvent pas subir de dégâts. En cas d'égalité, le fantôme l'emporte. Si un ou plusieurs fantômes affrontent plusieurs héros dans la même salle, tous les héros effectuent un jet. Ils additionnent leurs résultats. Tous les fantômes font de même et combinent leurs jets à un total unique. Si les héros gagnent, tous les fantômes fuient. Si les fantômes gagnent, ils choisissent la direction dans laquelle les héros fuient, en respectant les chemins valides. En cas d'égalité, les fantômes l'emportent. Si un fantôme est le premier à quitter le donjon, son clan obtient les mêmes récompenses que si les héros étaient en vie. Apparemment, la renommée n'est pas réservée aux vivants. Les boss et les minions sont considérés comme des monstres. Certaines cartes peuvent faire référence à tous les monstres, ou spécifiquement aux minions ou aux boss. Même si leur comportement diffère, ils sont combattus selon les mêmes règles. Les fantômes sont considérés comme des monstres pour les effets des cartes, mais ils suivent leurs propres règles de mouvement et de combat. Voyons maintenant comment se déroule un combat contre un monstre. Lorsqu'un héros affronte un monstre, il doit effectuer soit un jet de combat, soit un jet de charisme, en fonction des attributs du monstre. Et si un monstre a à la fois force et charisme, le héros choisit quel attribut utiliser. Si plusieurs héros sont impliqués dans le combat, ils doivent se mettre d'accord sur l'attribut utilisé. Si le monstre ne possède qu'un seul attribut, cet attribut doit être obligatoirement utilisé. Un combat contre un monstre ne peut jamais se terminer par une égalité. Si un combat contre un monstre aboutit à une égalité, cela compte comme une défaite pour les héros. Lorsqu'ils rencontrent un monstre, les héros peuvent choisir de battre en retraite s'ils estiment ne pas pouvoir l'emporter, ou simplement de s'éclipser en laissant leurs compagnons gérer la situation. Avant de résoudre un combat contre un monstre, chaque héros peut tenter de fuir volontairement. Chaque héros décide individuellement s'il tente cette fuite.
Pour tenter de fuir, le héros effectue un jet de compétences contre la difficulté de fuite du monstre indiqué sur la forme de l'icône de bot sur la carte du monstre. Si le jet réussit, le héros fuit vers une salle connectée sans subir de dégâts. Si le jet échoue, la tentative est considérée comme un combat perdu. Le héros fuit et subit les conséquences d'une défaite. Les monstres ne possèdent pas de vitalité. Une fois vaincus, ils sont retirés du jeu et leur carte est défaussée. Les fantômes sont la seule exception car ils sont vulnérables. Les minions ne peuvent apparaître que pour les héros les plus proches de la sortie du donjon. Après le déplacement, ces héros comparent leur position avec celle des autres afin de déterminer leur distance. Si un héros se trouve à distance 2 ou plus du héros le plus proche, il doit effectuer un jet de compétence avec un dé. Difficulté de base est 3, ce qui signifie qu'un résultat de 3 ou 4 est requis pour éviter le danger. Les capacités de cartes peuvent modifier ces difficultés. Si le héros échoue à ce jet, il doit piocher une carte serviteur correspondant au niveau de danger de la section du donjon. Il doit immédiatement l'affronter. Rencontrer un minion entraîne toujours un combat. Vaincre un minion ne rapporte ni objet ni point de renommée. La seule récompense est la satisfaction d'avoir survécu. Perdre le combat fait perdre un point de vitalité au héros et l'oblige à fuir. Il est donc recommandé d'éviter les minions lorsque c'est possible. Une fois le combat résolu, que ce soit par victoire ou par fuite, le minion est retiré du donjon. Les héros situés sur les rangées du milieu ou du bas ne rencontrent jamais de minions, quelle que soit la distance. Les fantômes ne sont pas pris en compte lors du calcul. Les minions peuvent apparaître dans des salles contenant un événement ou un coffre. Dans ce cas, le minion doit être vaincu avant que la salle puisse être résolue. Ils n'apparaissent jamais dans une salle contenant un boss. Les héros ont un ego trop gros pour partager une salle, sauf lorsqu'une présence plus redoutable les domine. Dans une salle de boss, l'orgueil laisse place à la crainte. Même les aventuriers les plus égocentriques se souviennent alors de la valeur du travail d'équipe. Ces salles sont suffisamment vastes pour accueillir plusieurs héros, qui mettent leur rivalité de côté pour affronter ensemble la véritable menace. Un combat contre un boss se déclenche lorsqu'un ou plusieurs héros entrent dans une salle contenant un jeton boss. Donc ce sont ces jetons-là, je vous rappelle. Lorsque cela se produit, pour la première fois, piochez une carte boss correspondant au niveau de danger. Je vous rappelle, c'est ce que vous mettez à la création du donjon. Et vous remplacez le jeton par la carte boss, placée comme ceci. Tous les héros présents dans la salle affrontent le boss de manière coopérative. Chacun effectue un jet de combat, ou un jet de presse, ou un jet de charisme, selon les attributs du boss. Les résultats de tous les héros sont combinés. Si le total combiné dépasse la valeur du boss, celui-ci est vaincu. Dans le cas contraire, ce sont les héros qui sont vaincus. Les valeurs sont ici. Si les héros perdent, chaque héros subit un point de dégâts de vitalité, et ils doivent fuir. Certains boss possèdent des capacités spéciales, qui ajoutent des effets supplémentaires lorsque les héros sont vaincus. Si les héros vainquent le boss, chaque héros pioche une carte objet correspondant encore une fois au niveau de danger, et chaque héros gagne un point de renommée. Si le boss n'est pas vaincu, sa carte reste placée sur sa figurine dans la salle où il a été rencontré. Les boss restent dans leur salle jusqu'à ce qu'ils soient vaincus ou que le donjon prenne fin. Les héros peuvent partager une salle uniquement pendant le combat contre un boss et immédiatement après sa défaite. Au tour suivant, une fois les égos retrouvés, les règles normales de conflit s'appliquent. Lorsque la phase d'exploration se termine et que tous les héros ont quitté le donjon, la partie passe à la phase de clan. Tout d'abord, remettez toutes les cartes objets non utilisées pendant le donjon, espèces, classes, vertus et défauts, dans leurs paquets respectifs et mélangez-les. Demandez ensuite le plateau du donjon en préparation de la prochaine phase de mise en place. Ensuite, tous les joueurs, que leur héros ou fantôme soit sorti normalement ou ait disparu lors de l'effondrement, transfèrent tous les objets collectés dans la réserve du clan. Pendant la phase de clan, chaque clan décide quoi faire de ces objets. Les objets peuvent être conservés pour leur prochain donjon, donnés au musée des héros pour gagner des points de renommée. Chaque clan peut donner jusqu'à 2 objets par phase de clan. Donner des objets rapporte donc de la renommée. Il est cependant souvent judicieux de ne pas tout donner immédiatement, car certains objets peuvent être déterminants dans les donjons suivants. Un équilibre est donc nécessaire, puisque les points de renommée sont indispensables pour gagner la partie. En fonction des objets, ils vous rapportent plus ou moins de points. Un objet commun vous rapporte 1 point, rare 2 points, épique 3 points. Les points de renommée restent secrets. Les joueurs les conservent dans leur sac. Après avoir terminé 3 explorations de donjons, incluant leur phase de préparation, d'exploration et de clan, tous les joueurs révèlent les points de renommée stockés dans leur sac. Chaque clan compte son total. Le clan possédant le plus grand nombre de points est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, les clans concernés convertissent immédiatement tous leurs objets restants en points de renommée. Les totaux sont comparés à nouveau. Si l'égalité persiste, les clans partagent la victoire. Pour une partie plus longue et plus stratégique, un 4e donjon peut être joué. Cette option doit être acceptée par tous les joueurs avant le début de la partie. Le jeu propose également plusieurs variantes pour adapter la durée ou la difficulté de la partie. Pour une partie plus légère, vous pouvez jouer sans les minions. Pour une partie plus longue, vous pouvez jouer un 4e donjon composé de 3 sections, tout au niveau de danger 3. Pour une partie plus difficile, vous pouvez ignorer l'exploration du premier donjon, commencer directement la phase de clan avec 3 objets communs. Chaque joueur décide alors lesquels conserver ou donner. Quelques petites précisions. De nombreuses cartes possèdent des capacités pouvant affecter le héros ou le monstre lui-même, d'autres héros ou d'autres monstres. Si une carte demande de choisir
une cible, le joueur actif prend cette décision. Sauf indication contraire via une icône spécifique. Cette capacité peut être déclenchée à n'importe quel moment de la partie. Les distances se mesurent en nombre de salles. Distance 0 correspond à 2 héros dans la même salle, comme ceci. Distance 1 correspond à 2 héros dans une salle adjacente, sur le côté, au-dessus, en dessous ou en diagonale. Distance 2 au héros situé dans la salle suivante, et ainsi de suite. Les couloirs ne sont pas pris en compte dans le calcul. Il faut toujours compter la distance la plus courte possible, en tenant compte des salles en diagonale. En cas de capacité contradictoire, une hiérarchie détermine quelle règle prévaut. L'ordre de priorité va de la plus forte à la plus faible. Cela signifie que si la capacité d'un monstre contredit la capacité d'une classe, la règle du monstre prévaut. Si un défaut entre en conflit avec une vertu, le défaut a la priorité. Maintenant, si cette expédition vous a plu, rejoignez le clan. Abonnez-vous pour ne manquer aucune aventure. Laissez un like pour soutenir la table. Et dites-moi en commentaire, vous jouez pour la gloire ou pour survivre. On se retrouve au prochain tour. Run for the Clan n'est pas un jeu que l'on joue en silence. C'est un jeu qui crée des regards, des hésitations, des promesses, et parfois des petites trahisons assumées. Très vite, on comprend que l'important n'est pas seulement d'avancer dans le donjon, mais d'avancer au bon moment. On observe les autres, on calcule, on bluffe un peu, et ce mélange crée quelque chose de vivant autour de la table. Le système de mouvement secret est vraiment efficace. Tout le monde choisit en même temps, mais la résolution, par rangée, installe un suspense naturel. On ne sait jamais exactement ce que les autres ont prévu. La tension monte particulièrement quand un coffre est convoité, quand 2 héros entrent dans la même salle, ou quand le donjon commence à s'effondrer. Ce moment d'effondrement est très réussi, il force les décisions, il oblige à choisir entre prudence et ambition. Le rythme reste fluide, on n'entend pas longtemps entre ces tours. Ce que j'aime particulièrement ici, c'est que la mécanique sert l'idée du clan. On ne joue pas un héros épique qu'on va faire évoluer pendant toute la partie, on joue un clan qui envoie des héros au front. Ils peuvent choisir, ils peuvent revenir en fantôme, ils peuvent être remplacés, et ça fonctionne. Les boss forcent la coopération, les conflits rappellent que la gloire est individuelle. C'est cohérent avec l'idée de renommée. Les décisions sont surtout tactiques ou opportunistes. Quand ouvrir un coffre, quand fuir, quand coopérer, quand sortir. Il y a du hasard, oui, mais il sert à créer des situations imprévues plutôt quand on le veut le contrôle. Le cœur du jeu, ce n'est pas l'optimisation pure, c'est le timing. Le système de base, mouvement, combat, fuite est clair. Il faut une première partie pour intégrer quelques interactions, mais le jeu ensuite devient fluide. La variété vient des combinaisons. Espèces, classes, vertus, défauts, objets. Les donjons changent, les boss changent, les dynamiques de groupe changent surtout. Et c'est probablement là que se trouve la vraie rejouabilité, dans les joueurs autour de la table. Je le conseillerais à des groupes de 4 à 6 joueurs, des tables qui aiment discuter, des joueurs qui acceptent l'interaction directe. Si vous aimez les jeux où on peut négocier mais aussi surprendre, il fonctionne très bien. Run for the Clan est un jeu de moments, des moments de tension, des moments de coopération forcée, des moments de trahison légère. Il dépend beaucoup de la table, mais avec le bon groupe, il crée une expérience vivante où la gloire se mérite et se dispute. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme je l'ai dit en introduction, le jeu connaîtra une campagne de financement participatif. Vous aurez les liens en description de la vidéo pour aller voir tout ça. Je vous invite vraiment à aller voir. C'est un jeu déjà au matériel très fourni, de très bonne qualité. Et des jeux qui se jouent en grand groupe, c'est assez rare. Et donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous aimez ce genre de jeu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!